Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 8 septembre 2025 et notre ami Carl Jacobo est de retour parmi nous. Bienvenue à nouveau, Carl. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis heureux d'être à nouveau avec vous. Merci. Carl, nous avons eu une attaque de drone en Ukraine et Keith Kellogg a déclaré que c'était l'une des plus grandes attaques contre l'Ukraine. Que se passe-t-il avec la situation en Ukraine? Pourquoi est-il si difficile pour l'Occident d'agir? Parce qu'après tout, si l'on regarde l'administration Trump avec les Européens, il s'agissait surtout d'exercer plus de pression sur la Russie, que ce soit concernant le pétrole ou la manière dont ils exportent leur pétrole vers l'Inde. Nous savons que, voici ce qu'ils ont rapporté sur Fox News. Il y a 5 importateurs importants de pétrole russe. China spends $229 Remeist exeps role. a NATO ally, $95 million, the European Union, $74, and Brazil. Look at the list. You see China, India, Vous voyez la Chine, l'Inde, la Turquie, l'Union européenne et le Brésil. Je ne vois pas les États-Unis s'opposer à la Chine parce qu'ils disent que la Chine est trop puissante pour que nous puissions nous y opposer. L'Inde, d'une certaine manière, eh bien, ils ne sont pas très à l'aise à l'idée de s'opposer à l'Inde, ce qui a mené à la situation actuelle entre l'Iran et l'Inde. Je ne sais pas. Une équipe diplomatique va se rendre en Iran. Ils vont d'une manière ou d'une autre renforcer la relation parce qu'ils veulent envoyer leurs produits en Asie centrale via l'Iran, puisque l'Inde cherche une sorte d'alternative à cause de ce qui se passe en Ukraine et de la pression qu'ils subissent de la part des États-Unis. Vous voyez, la Turquie, l'Union européenne et le Brésil. Je ne vois pas le Brésil reculer. En ce qui concerne la Turquie et l'Union européenne, il semble que la solution finale, dans l'esprit de l'administration Trump, serait de faire pression sur l'Inde et l'Union européenne. Même la Turquie ne semble pas être concernée. Qu'en pensez-vous? Eh bien, c'est une situation très particulière car tout d'abord, les chiffres que vous avez présentés ne représentent que les importations directes en provenance de Russie. Mais en ce qui concerne l'Inde, par exemple, elle achète essentiellement du pétrole brut à la Russie, puis elle raffine ce pétrole brut et le revend à l'Europe. Cela signifie que ce que les Européens achètent et le chiffre qui figurait sur le tableau que vous avez montré, le chiffre que vous avez correspond à l'importation directe de la Russie vers l'Europe. Mais il existe aussi une manière indirecte de le recevoir. La plupart du pétrole utilisé en Europe provient de Russie, directement ou indirectement. Indirectement, il arrive de Turquie et d'Inde après avoir été raffiné dans ces pays. Je veux dire, si vous regardez, j'ai probablement ici un schéma qui montre comment l'Inde a augmenté ses importations en provenance de Russie parce qu'elle a commencé à traiter du pétrole à ce point raffiné. Je ne suis pas sûr de l'avoir ici. Probablement pas, malheureusement. Bref, cela signifie qu'il y a beaucoup d'hypocrisie ici, car l'Europe continue d'acheter du pétrole russe, mais de manière indirecte, comme nous l'avons dit. Et l'idée était de permettre à l'Inde de continuer à acheter ce pétrole, parce que le problème, c'est qu'avec le pétrole, il y a une quantité donnée sur le marché. Si vous retirez complètement un acteur comme la Russie, si vous isoliez totalement la Russie, si la Russie ne pouvait pas vendre une seule goutte de pétrole, cela créerait une énorme pénurie de pétrole sur le marché et les prix du pétrole s'envoleraient. Et pour cette raison, en fait, je peux vous rappeler, désolé, la date est en français, mais en novembre 2022, les Américains ont incité l'Inde à continuer d'acheter du pétrole parce qu'ils ne voulaient pas que le marché pétrolier soit complètement déstabilisé. En fait, déjà au début de 2022, les Américains avaient mis en garde les Européens contre l'imposition de sanctions étendues dans le secteur de l'énergie, car cela risquait de provoquer une inflation généralisée sur le marché de l'énergie.
pas seulement pour le pétrole, mais aussi pour le gaz et d'autres ressources similaires. Cependant, les Européens n'ont pas voulu écouter ces avertissements. En conséquence, ils ont poursuivi dans la voie qu'ils avaient choisie. Mais ils ont aussi eu recours, et c'est quelque chose qu'ils n'aiment pas trop reconnaître, à des moyens indirects via l'Inde. Ils disaient, eh bien, ce n'est pas du pétrole russe. Il en va de même pour le pétrole qui a, par exemple, fait partie de ces importations directes. Parfois, il arrive même que des pétroliers échangent et mélangent du pétrole russe avec d'autres pétroles en pleine mer. Et donc, on peut dire, eh bien, ce n'est pas du pétrole russe, c'est du pétrole des Émirats arabes unis ou d'ailleurs, vous voyez. Ils ont donc tendance à jouer sur les mots afin de présenter une image différente. Ainsi, le tableau que vous avez montré est très nominal, mais il ne reflète pas la réalité. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que l'Inde, et cela a d'ailleurs été expliqué récemment par le ministre des Affaires étrangères Jai Shankar lors d'une interview, il a dit, vous savez, le PIB par habitant en Inde est d'environ $2 000, alors qu'il est de l'ordre de $20 000 ou plus en Europe, etc. Nous ne pouvons donc pas nous permettre de payer plus cher notre pétrole, car cela aurait un effet très déstabilisateur sur l'économie. Plus vos revenus sont faibles, moins vous avez de marge d'erreur ou de manœuvre. Par conséquent, plus votre pétrole et votre énergie sont bon marché, mieux c'est pour cela. L'Inde a une grande économie, mais elle reste encore très fragile. Elle se développe, elle s'améliore, mais elle demeure très fragile. Il y a beaucoup d'activités agricoles qui, par nature, sont extrêmement fragiles et donc aussi sensibles aux évolutions du marché, surtout lorsque, par exemple, les États-Unis, parce que les États-Unis se plaignaient que l'Inde vende plus de produits agricoles et alimentaires aux États-Unis que l'inverse. Le problème, c'est que les produits américains sont trop chers pour l'Inde. Par conséquent, vous avez ici, et donc vous avez aussi, des mesures protectionnistes de la part de l'Inde afin d'éviter la déstabilisation du marché. Et c'est pourquoi l'Inde se retrouve en quelque sorte coincée, car elle n'a pas la liberté d'accepter ou de refuser des droits de douane et autres mesures similaires sur les produits énergétiques. Et pour cette raison, puisque l'Inde peut désormais se permettre d'être plus proche des BRICS, elle peut se le permettre parce qu'elle entretient de meilleures relations avec la Chine et d'autres. Elle peut compter sur le marché des BRICS, pour le dire très simplement. Ainsi, aujourd'hui, l'Inde peut se permettre de dire aux États-Unis « Désolé les gars, mais nous n'allons pas nous conformer. Si vous nous imposez des droits de douane, eh bien tant pis, nous ne vendrons pas aux États-Unis. Nous vendrons à d'autres pays, point final. Nous oublions simplement le marché américain. » Et c'est aussi la position de la Chine. Bien sûr, la Chine exporte beaucoup plus vers les États-Unis et elle exporte également des matériaux beaucoup plus sensibles, comme les terres rares et d'autres minéraux très sensibles, des produits tels que les semi-conducteurs ou des éléments pour les semi-conducteurs et d'autres systèmes de haute technologie. Par conséquent, la Chine dispose d'un levier énorme sur les États-Unis et peut dire « Eh bien, si vous nous imposez des droits de douane, alors nous arrêtons simplement de vous vendre ces articles. » C'est ce qu'ils ont commencé à faire avec les terres rares et ce genre de choses. Ainsi, la Chine est protégée non seulement parce que c'est un grand pays, mais aussi parce qu'elle possède des produits stratégiques qui ne sont pas seulement utiles, mais nécessaires aux États-Unis, non seulement pour l'économie, mais aussi pour la défense américaine et ce genre de choses. Je crois que nous avions mentionné dans votre émission il y a quelques mois qu'un grand nombre de composants, de missiles, d'avions, de navires de la marine et ce genre de choses, beaucoup de ces composants proviennent directement de Chine.
Si la Chine n'était pas en mesure de fournir cela, alors tout s'effondrerait. La Chine dispose donc d'un levier considérable sur les États-Unis. Mais en retour, l'Inde peut compter sur la Chine pour un soutien économique, surtout aujourd'hui. Par conséquent, nous avons, et c'est le résultat de ce changement que nous avons observé dans le monde, que parce que ce qu'on appelle le reste du monde a la capacité d'exister économiquement, politiquement et stratégiquement, il peut exister sans l'Occident. Et en fait, si je peux me permettre, j'utilise toujours cette image. Juste après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis étaient le moteur de l'Occident, la locomotive. Si l'on prend un train, la locomotive. Et les États-Unis tiraient autrefois tout l'Occident sur le plan économique, industriel et tout cela. Mais aujourd'hui, cette capacité des États-Unis s'est estompée. Ils ne produisent plus, enfin, ils produisent encore, mais beaucoup moins qu'avant. Désormais, les Européens sont plus indépendants des États-Unis qu'ils ne l'étaient il y a 40, mais probablement 60 ou 70 ans. Et aujourd'hui, le reste du monde est dans la même situation. Ils ne dépendent plus de l'Occident. Ils ont développé leurs propres capacités. Et c'est particulièrement vrai pour la Chine. La Chine est aujourd'hui devenue le moteur du reste du monde. Elle occupe la même position que les États-Unis après la Seconde Guerre mondiale, mais pour le reste du monde. Et c'est précisément ce que l'Occident a tendance à oublier. Par conséquent, lorsque nous coupons les liens ou que nous menaçons des pays de rompre les liens économiques avec eux, ils peuvent dire « Eh bien, pas de problème. Nous irons simplement en Chine, vous voyez, et inversement. » Les Américains ont commencé à imposer des droits de douane. C'était au début de cette année, lorsqu'ils ont commencé à imposer des droits de douane à la Chine. La Chine a dit « D'accord, vous voulez imposer des droits de douane? Très bien. Alors nous n'achèterons plus nos graines de soja aux États-Unis. Nous changerons de fournisseur. » Et ils se sont tournés vers le Brésil. Désormais, le Brésil fournit la Chine en graines de soja et tous les contrats de soja avec les États-Unis ont été annulés. En conséquence, des millions de dollars ont été perdus par les agriculteurs américains parce que pour les Chinois, il existait une alternative possible aux produits américains sur le marché. Et aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle les BRICS sont si complémentaires les uns des autres. En fait, ils peuvent presque, peut-être pas encore totalement, mais ils peuvent presque fonctionner comme un marché parallèle, séparé du marché occidental. Et c'est ce qui a changé dans la situation stratégique. Et c'est ce que Trump n'a pas compris. Il applique encore l'ancienne diplomatie de la canonnière qui était utilisée depuis la fin du 19e siècle et qui est toujours appliquée. Bien sûr, ce n'est pas exactement le cas, sauf pour le Venezuela, où ils envoient encore les canonnières. Mais lorsqu'il s'agit d'autres pays, ce n'est pas le canonnière en tant que tel. Je veux dire, les moyens ont changé. Ce sont les tarifs douaniers et les sanctions. Mais c'est exactement la même idée. Je veux cela de vous. Si vous ne voulez pas le donner volontairement, je vous forcerai à me donner ce que je veux. Et c'est exactement ce que fait Trump. C'est exactement ce qu'il a fait avec l'Europe. C'est exactement ce qu'il essaye de faire au Moyen-Orient. Et c'est exactement ce qu'il a essayé de faire avec l'Iran. C'est exactement ce qu'il a fait récemment avec l'Europe, avec cet accord extraordinaire qu'il a eu avec Ursula von der Leyen. Vous savez, il a simplement augmenté les tarifs. Et ensuite, le débat ne porte pas sur la question de savoir s'il doit y avoir des tarifs ou non. C'est j'augmente le tarif. Maintenant, si vous voulez, je peux juste le baisser un peu. Je peux baisser un peu les tarifs. Donc, c'est clairement une politique de pression. Et c'est exactement ce que Trump a dit d'ailleurs, aussi pour d'autres sujets, comme la paix sous pression. Je veux dire, il veut obtenir des accords par la force.
Et j'ai comparé cela à une méthode de type mafieux. Vous savez, si tu ne fais pas ça, je détruirai ton magasin. C'est exactement ce qu'il fait. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il existe des alternatives. Et puisque le dollar reste l'un des principaux outils de, disons pas de la politique américaine, mais de l'influence américaine, le dollar est l'outil principal pour cela. Alors la meilleure façon d'échapper à la pression américaine, enfin l'une d'entre elles, c'est d'être indépendant du dollar, donc de dédollariser. Et tout le mouvement autour des BRICS, ainsi que ce que nous avons vu récemment à Tianjin, en Chine, porte sur ceci. Comment peut-on avoir un marché qui n'utilise pas le dollar afin de réduire cette vulnérabilité? Et il est très important de comprendre ce que Trump n'a pas compris. C'est que le dollar était une force il y a 50 ans, parce qu'évidemment, tout allait bien. Les États-Unis n'utilisaient pas le dollar comme une arme. Mais aujourd'hui, le dollar est devenu une vulnérabilité pour tous ces pays. Donc, ils ne veulent pas arrêter de commercer avec l'Occident ou quoi que ce soit de ce genre, mais ils veulent simplement cesser d'être vulnérables face au dollar. Par conséquent, ils continueront à commercer autant qu'ils le pourront, mais ils vont se dédollariser. Et si nous n'acceptons pas cela, alors ils commerceront entre eux. Car maintenant, nous avons mentionné l'Inde, c'est une économie fragile, mais c'est une économie développée. It's a fragile economy, but it's a developing economy. It developed very fast. Elle s'est développée très rapidement et elle se développe de multiples façons, non seulement dans l'agriculture, mais aussi dans les domaines de haute technologie et d'autres secteurs similaires. Cela signifie donc qu'il sera très facile pour les pays des BRICS ou les pays non occidentaux de trouver des alternatives au marché occidental, tant pour vendre que pour acheter des produits. Par conséquent, l'Inde s'est retrouvée prise dans cette situation. Elle fait toujours partie de la triade, si l'on peut dire, cette triade composée de la Russie, de la Chine et de l'Inde. Au sein des BRICS, l'Inde reste plus ou moins le maillon faible, non seulement structurellement, mais aussi politiquement, car elle a toujours essayé de maintenir une relation très équilibrée entre l'Est et l'Ouest, même pendant la guerre froide. C'est un pays non aligné, même si la plupart de son équipement militaire provenait de l'Union soviétique. Elle a réussi à entretenir de bonnes relations avec l'Occident. Et après la guerre froide, l'Inde a maintenu cette politique de non-alignement, cherchant à entretenir de bonnes relations avec tous les principaux acteurs, avec la Russie, évidemment, mais aussi avec l'Occident, les États-Unis et l'Union européenne. Avec la Chine, cela a toujours été un peu difficile, mais nous avons constaté récemment, depuis l'année dernière d'ailleurs, une amélioration des relations avec la Chine. Il existe désormais des mécanismes de dialogue et de discussion. Et d'ailleurs, rappelez-vous que l'Organisation de coopération de Shanghai vise à la résolution des conflits. C'est là le but de l'OCS. C'est un mécanisme qui permet le dialogue pour résoudre les crises. Et c'est la raison pour laquelle elle a été créée en 1986 pour résoudre les problèmes régionaux liés à l'eau, notamment avec les pays d'Asie centrale. Depuis, elle s'est développée pour devenir un instrument, une plateforme de dialogue et de coopération. Ce que nous avons vu à Tianjin n'est que la dernière étape de ce développement. À cela s'ajoute bien sûr le dialogue sur les frontières, par exemple. C'est la raison pour laquelle, et cela a été mentionné la semaine dernière lors de la réunion, la Chine et l'Inde ont eu des discussions sur la résolution des questions frontalières. Ces questions ne seront pas résolues en quelques semaines, et certainement pas en quelques jours, mais l'OCS offre une plateforme pour le dialogue. Et c'est là l'essentiel. Maintenant, une fois que vous avez cela, il faut aussi comprendre ces conflits de manière globale. Car si vous entretenez de bonnes relations commerciales, vous avez tout intérêt à résoudre vos problèmes politiques, les questions frontalières, par le dialogue politique et inversement.
Et c'est exactement ce qui se passe. Dialogue and vice versa. And that's exactly what's happening. And that's probably what this last summit of Et c'est probablement ce que ce dernier sommet de l'OCS a montré. Désormais, l'Inde reste le maillon faible parce qu'elle voulait maintenir cette bonne relation avec l'Occident. L'Occident en abuse ou l'exploite afin de forcer l'Inde à exercer une pression sur les autres membres de la triade, si l'on peut dire. Et c'est pourquoi l'Inde est le point faible en ce sens. Non pas parce que c'est un pays faible, ce n'est certainement pas le cas, mais parce qu'elle a toujours voulu entretenir une relation équilibrée avec tous les acteurs. Maintenant, comme l'Occident tente de détourner ce non-alignement, il va pousser l'Inde à se rapprocher de la Chine et de la Russie. Et c'est exactement ce que nous observons, car l'Inde, au fond, possède indéniablement cette tradition, je dirais, de non-alignement politique. Mais au bout du compte, ce qui est important, c'est aussi d'avoir le meilleur cadre et les meilleures conditions pour développer son propre pays. Et donc aujourd'hui, on constate que lorsque vous discutez avec la Russie ou la Chine, ils n'essaient pas d'imposer des politiques ou des choses de ce genre. Si vous faites du commerce avec eux, c'est simplement du commerce. Vous donnez quelque chose, vous payez pour quelque chose, vous recevez quelque chose, et ainsi de suite. C'est tout. Maintenant, lorsque nous commerçons avec les États-Unis ou l'Europe, ils échangent des produits contre des politiques. Ils essaient de forcer les gens à adopter une voie que vous ne souhaitez peut-être pas. Et à ce sujet, nous avons cette relation très étrange qui a été créée, je crois que c'était en 2020 ou autour de cette période, par les États-Unis, l'AUKUS, le Quad qui est venu avant l'AUKUS, qui est une sorte de partenariat entre l'Australie, les États-Unis, le Japon et l'Inde. Mais on pouvait voir, et l'Inde a ressenti le problème de la même manière, que la présence de l'Inde dans ce contexte était simplement due au fait que les États-Unis essayaient de constituer une sorte de front uni contre la Chine. Mais ils ne se souciaient pas vraiment de l'Inde. Ils voulaient juste l'avoir de leur côté. Mais l'Inde n'en a tiré aucun bénéfice. Et lorsque l'AUKUS a été créé ensuite avec le Royaume-Uni, l'Australie et les États-Unis, c'était aussi une alliance contre la Chine. Mais là, ils ont tout simplement oublié l'Inde. Alors l'Inde s'est dit, eh bien, sommes-nous partenaires ou non? Et si nous sommes partenaires, quel est le but de cette alliance? Et tout s'est effondré d'une certaine manière parce que les Indiens ont eu le sentiment d'avoir été instrumentalisés dans ce type d'alliance. Et c'est exactement là le problème. Les États-Unis détournent ce non-alignement à leur propre profit et non pas, disons, pour soutenir la politique de développement de l'Inde. Je pense que la question principale serait pourquoi font-ils cela? Ils détournent ce genre de... Parce qu'il me semble qu'ils croient d'une certaine manière que les différences entre la Chine et l'Inde sont tellement grandes et tellement importantes qu'ils ne peuvent pas les surmonter. Ils ne peuvent pas les résoudre. C'est pourquoi ils n'ont pas besoin de se rapprocher de l'Inde. Ils n'ont pas besoin d'aider l'Inde ou d'essayer d'attirer l'Inde vers les États-Unis. De la même manière qu'ils pensaient à la Russie avant le début du conflit en Ukraine, ils pensaient que les différences entre les deux pays étaient historiques, traditionnelles, et qu'ils ne pouvaient pas se rapprocher. Et c'est pourquoi je pense que le même état d'esprit peut s'appliquer à la situation avec l'Inde. Ils ne voient pas ces deux pays se rapprocher, devenir plus proches. C'est pourquoi ils traitent l'Inde de cette façon. Eh bien, très probablement. Je veux dire, tu as sans doute raison. Je ne sais pas. Ce que je constate, c'est que l'Occident a tendance à garder cette vieille mentalité qui consiste à vouloir encercler ses ennemis. D'abord, ils essayent de définir des ennemis partout, tu sais, tous ceux qui ne sont pas exactement sur la même ligne. En gros, les gens qu'ils ne peuvent pas exploiter deviennent des ennemis. C'est à peu près la règle. Et ensuite,
Ils essayent d'encercler ses ennemis. C'est exactement ce qu'ils ont essayé de faire avec la Russie, c'est ce qu'ils ont essayé de faire avec l'Iran. Tu sais, tous ces accords, les accords d'Abraham, le but, c'était de lutter contre l'Iran. Donc, ils essayent de former des alliances contre leurs ennemis. C'est pourquoi ils ont toutes ces bases militaires à travers le monde. Regardez où elles se trouvent. Ils essayent d'encercler leurs soi-disant ennemis. Et puis, bien sûr, ils payent pour cela. Et ils dépensent beaucoup d'argent, d'abord pour maintenir les bases et leur présence. Et ils soudoient, dans une certaine mesure, les pays qu'ils veulent utiliser contre leurs ennemis. Et ils n'ont que quelques-uns de ces ennemis. Ce sont des ennemis stratégiques. Je veux dire, l'Iran occupe une place particulière parce que l'Iran, probablement, est un ennemi qui existe surtout dans l'esprit des Américains. Ils n'ont pas accepté ce qui s'est passé à la fin de 1968-69, toute cette révolution et Khomeini. Ils ne peuvent pas l'avaler. Et donc, tout le problème, ils ne veulent pas se souvenir de ce qu'ils ont fait à l'Iran. Oui, exactement. Vous savez, c'est très émotionnel là-bas. Ils ne peuvent pas comprendre cela. Et ils ne veulent pas comprendre. Avec les autres, surtout la Chine et la Russie, il y a une certaine rationalité derrière cela. Car évidemment, la Chine est perçue comme un concurrent fort sur le plan économique, si vous voulez, et la Russie est considérée comme un concurrent sur le plan stratégique, militaire stratégique, si je peux le résumer ainsi. Et donc, ils veulent parce que ces deux présences empêchent ou posent un problème à l'hégémonie américaine. Et ce sentiment d'hégémonie est une constante dans la pensée américaine ou dans la mentalité américaine en général. Ce n'est d'ailleurs pas nouveau. Mais cela a pris de l'importance après la première du Golfe en 1991. Il y a toujours eu un certain espoir, mais probablement moins formellement accepté qu'auparavant. Et après 1991, rappelez-vous, c'est à ce moment-là que la soi-disant doctrine Wolfowitz a émergé, précisément sur cette base. Je veux dire, le communisme, c'est très intéressant. J'étais à Washington, D.C. pour une négociation lorsque le mur est tombé à Berlin, et j'ai pu voir à quel point les Américains étaient fiers d'avoir gagné la guerre froide. Pourtant, si on l'analyse correctement, ni les Américains, ni l'Occident n'ont gagné la guerre froide. C'est le communisme qui a perdu la guerre froide. Pas même l'Union soviétique, mais le communisme. Le système n'était pas viable, et c'est la raison pour laquelle il s'est effondré de lui-même, de l'intérieur, si vous voulez. Et on pouvait voir que personne n'avait même essayé de maintenir ce système. Lorsque tout le système communiste s'est effondré en Union soviétique, par exemple, le KGB n'a rien fait. Je veux dire, ils savaient que ça allait s'effondrer et ils n'ont rien fait. Il y a juste eu cette tentative de coup d'État contre Gorbatchev, où le chef du KGB était impliqué, mais seulement le chef. Il a été arrêté par ses propres hommes. Vous voyez, le KGB, toutes ces personnes, Vladimir Poutine en est un exemple, n'avait absolument aucune envie de maintenir le système parce qu'il savait que le système n'était pas viable. Et donc personne en Occident ne pouvait revendiquer la responsabilité, pas la responsabilité, mais le mérite d'avoir fait s'effondrer le communisme. L'effondrement devait arriver. Il était évident que cela finirait par s'effondrer. Cela s'est effondré à ce moment précis. Mais ce n'était pas le résultat de l'Occident. Le problème, c'est que l'Occident, en particulier les États-Unis, a prétendu que c'était leur victoire. Et en affirmant que c'était leur victoire, ils ont présenté cela comme une victoire contre le communisme. Puis peu de temps après, ils ont remporté la victoire contre Saddam Hussein. Cela a donné aux États-Unis le sentiment d'être tout puissants sur cette planète, vous voyez. Ils avaient soutenu, dans une certaine mesure, le développement de l'Occident après la Seconde Guerre mondiale. C'est certainement vrai,
du moins en partie. Et au-delà de cela, après la fin de la guerre froide, ils ont remporté une victoire contre le principal ennemi de la société occidentale et une victoire contre le principal fauteur de troubles au Moyen-Orient. Et c'est précisément cela qui a donné naissance à la doctrine Wolfowitz, affirmant qu'à présent, les États-Unis sont au sommet de leur puissance, ou peut-être pas exactement au sommet, mais très proche de l'être, et qu'ils doivent maintenir cette position. En fait, depuis 1992 ou 1995, selon l'endroit où l'on situe le début de la doctrine Wolfowitz, car il y a eu différentes variantes et évolutions de cette doctrine, dans tous les cas, depuis le début des années 90, les États-Unis ont toujours conservé cette idée qu'ils devaient être les maîtres du monde. Et cela s'applique au commerce, à l'économie, à tout. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, parce qu'ils n'ont jamais remis en question la légitimité de ce leadership, qui est plus qu'un leadership, c'est une hégémonie, ils n'ont jamais remis en question cette légitimité. Aujourd'hui, elle se retrouve piégée dans un état d'esprit qui n'est plus adapté à la réalité du terrain, car la Chine s'est soudainement développée de façon exponentielle, non seulement en termes de production industrielle, du nombre de conteneurs qu'elle expédie et de choses de ce genre. Non, c'est aussi qualitatif. La Chine est aujourd'hui le pays qui produit le plus de brevets au monde. Vous voyez, et elle forme et éduque plus de chercheurs et de diplômés en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques que n'importe quel autre pays. Ce qui signifie que la Chine a évolué non seulement quantitativement, mais aussi qualitativement. Ils sont prêts, ils ont compris qu'ils pouvaient avoir une influence majeure dans le monde. Et toute l'initiative des nouvelles routes de la soie, par exemple, est une tentative de tirer parti de leurs immenses capacités pour créer de nouveaux marchés et par conséquent réduire l'influence de l'Occident. Mais je ne suis pas sûr que l'idée, au départ, était de réduire l'influence de l'Occident. C'est simplement le résultat d'une politique commerciale très agressive, ou plutôt d'une stratégie commerciale, je dirais. Parce qu'ils ont bien sûr d'énormes capacités de production, mais ils ont donc aussi besoin d'un immense marché. Vous voyez, parce que le marché occidental ne leur suffit pas. C'est la logique de toute l'initiative, la ceinture et la route. Et ils ont aussi compris que leur capacité, leur marché, devait être développé non seulement quantitativement en envoyant des produits, mais aussi qualitativement, dans le sens où ils devaient également développer des infrastructures pour permettre le commerce. Et je l'ai dit à de nombreuses reprises, j'ai vécu 2 ans au Soudan et 2 ans au Kenya. Et ces 2 pays, lorsque j'y étais, étaient ceux où la présence de la Chine en Afrique était la plus forte à cette époque. Et ils ont construit des infrastructures. Ils ont mené d'énormes projets d'infrastructures. Mais ils n'ont jamais essayé d'influencer la politique locale ou quoi que ce soit de ce genre. Ils n'ont jamais tenté d'interférer dans la politique locale ou auprès des individus. Je n'ai pas vu, peut-être que ça s'est produit, mais je n'ai pas vu de problèmes de corruption ou de choses de ce genre. Ils ont essayé de faire ce pour quoi ils étaient mandatés de la manière la plus directe possible, faire ce qu'ils avaient à faire et partir. Au Soudan, ils ont réussi à construire l'un des plus grands barrages sur le Nil, l'un des plus grands au monde d'ailleurs. Une fois cela accompli, ils sont simplement partis. Point final. Ils ne sont pas restés dans le pays pour essayer d'influencer les mentalités. Non, ils sont simplement partis. Ils étaient mandatés pour le travail, ils ont fait le travail, ils sont partis. Et c'est pourquoi le Soudan n'est probablement pas le meilleur exemple, dans le sens où les Chinois sont partis et ensuite tout le pays a commencé à se déstabiliser.
et nous avons la situation que nous connaissons aujourd'hui. Mais lorsque les Chinois étaient présents, l'ensemble était bien plus stable qu'il ne l'est aujourd'hui. En tout cas, au Kenya, c'est la même chose. Les Chinois ont beaucoup œuvré dans les infrastructures, puis ils sont partis. Et cela signifie que pour le gouvernement local, la Chine n'est pas un fardeau. Vous voyez, c'est une valeur ajoutée. Ils viennent, ils font ce qu'ils ont à faire, comme des routes, des ports, des infrastructures, des trains, des chemins de fer, et ce genre de choses, ce qui ne peut qu'améliorer la situation du pays. En conséquence, bien sûr, lorsque vous avez des relations commerciales, vous avez les routes pour transporter les marchandises achetées et tout cela. C'est donc une sorte de situation gagnant-gagnant que les Chinois ont développée, quelque chose que l'Occident n'a jamais fait. Je veux dire jamais. Au tout début de leur présence, mais c'était encore sous la domination coloniale, les pays occidentaux ont essayé d'améliorer les infrastructures, surtout en Afrique. On en voit encore quelques traces. Mais ensuite, ils ont réussi à maintenir une présence dans de nombreux pays, dans le cas de la France par exemple. Même si le pays restait indépendant, la France a réussi à garder une présence essentiellement politique dans le pays. Mais ils n'ont jamais réussi à entretenir l'infrastructure ni à la développer afin d'améliorer le cadre du commerce. Ils ne l'ont jamais fait. Les Chinois ont commencé par cela parce qu'ils ont compris que le commerce devait reposer sur une base solide pour fonctionner. Et c'est exactement ce qui se passe. Ainsi, vous avez ce marché parallèle qui émerge pas vraiment sous le mot leadership, ce n'est pas exactement le bon terme, mais sous l'initiative des Chinois. Et tout le monde en profite. C'est la raison pour laquelle les BRICS, et pas seulement les BRICS, mais tous ces pays du reste du monde, comme on dit, se développent très rapidement et ont tendance à conserver ces liens avec les pays qui leur restent fidèles. Parce que les Russes comme les Chinois ont toujours respecté leurs engagements. Vous voyez, les Occidentaux étaient présents uniquement pour leur propre profit, pas pour celui du pays concerné, si je puis dire. Du coup, quel est l'intérêt d'avoir ces gens-là sur place? C'était le cas, par exemple, pour l'uranium au Niger, surtout au Niger. Eh bien, le peuple nigérien a constaté qu'il ne tirait aucun bénéfice de cela. Si le prix de l'uranium a explosé sur le marché international, mais pour eux, il n'y avait aucun avantage supplémentaire. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'uranium au Niger était principalement exploité par des entreprises françaises. Ce n'est pas seulement à cause de cela. Il existe d'autres facteurs qui ont motivé les changements au Burkina Faso, au Niger et au Mali, qui ont conduit les nouvelles autorités de ces pays à expulser les Français. Il y a également d'autres aspects que nous n'aborderons pas ici. Mais le résultat, c'est qu'aujourd'hui, les populations se rendent compte qu'il est plus avantageux pour elles de traiter avec la Chine ou la Russie, car les Russes ou les Chinois ne cherchent pas à exploiter ces pays. Le bénéfice que la Russie en retire n'est pas financier. C'est une influence politique, si l'on veut. Voilà la réalité. Par conséquent, un autre type de relation s'est instauré, et cela façonne le grand changement auquel nous assistons aujourd'hui entre l'Occident et le reste du monde. Colonel, ce que vous avez mentionné à propos de la doctrine Wolfowitz est fascinant, car au XVIIIe siècle, nous avions la doctrine Monroe, qui stipulait qu'aucune puissance étrangère ne devait exercer d'influence dans l'hémisphère occidental afin de ne pas compromettre la domination américaine dans cette région. Mais d'une certaine manière, à mon avis, la doctrine Wolfowitz est une extension de la doctrine Monroe. Il ne s'agit plus seulement de l'hémisphère occidental. Il ne doit y avoir aucune superpuissance régionale, ni aucun acteur régional influent dans des régions comme l'Afrique, l'Asie, etc. D'une certaine façon, l'état d'esprit derrière toutes ces bases américaines dans différentes régions
est de réduire ou de limiter l'influence des puissances régionales, ou d'influencer la région de telle sorte qu'aucune puissance régionale ne puisse dominer. Ne pensez-vous pas qu'il s'agit du même type de mentalité héritée du 19e siècle et qu'actuellement, avec l'administration Trump, la même chose se produit? Not exactly. The Monroe Doctrine was essentially Pas exactement. La doctrine Monroe était essentiellement défensive, car il faut se rappeler qu'à la fin du 19e siècle, les puissances dominantes étaient les Britanniques et les Français. En fait, eux, ainsi que les Espagnols, ont tenté de gagner de l'influence sur le continent américain, notamment avec le Mexique, et ont mené plusieurs opérations militaires contre les États-Unis ou leur influence. Par conséquent, la doctrine Monroe est probablement de nature plus défensive et bien sûr adaptée à cette situation où les Européens ont toujours joué un rôle très pervers. Europeans have always played a very perverse role, and this they Et ils ont toujours essayé, surtout à la fin du 19e siècle, d'étendre leurs empires. C'était presque une compétition entre eux, surtout entre les Français et les Britanniques. C'est tout à fait vrai. Mais d'autres ont essayé aussi, comme la Belgique, par exemple. Ils ont également tenté d'avoir un empire. Simplement parce que d'autres avaient un empire, il fallait alors que vous ayez aussi le vôtre. C'est ainsi que la Belgique a conquis le Congo. Et ce n'était pas une situation très heureuse, un événement colonial, si je puis dire, qui n'était pas très heureux. Quoi qu'il en soit, le fait est qu'à la fin du 19e siècle, il y avait en Europe une sorte de frénésie d'expansion territoriale. Et c'est à ce moment-là que la doctrine Monroe est apparue. C'est la raison pour laquelle on peut comparer la doctrine Monroe au comportement des Russes aujourd'hui lorsqu'ils observent ce qui se passe à la frontière de la Russie, avec les États baltes, avec la Pologne, avec l'Ukraine également. Il s'agit d'une situation très similaire, où les Européens cherchaient à étendre et à imposer leur influence au détriment des autres. C'est dans ce contexte que la doctrine Monroe a vu le jour. Et bien sûr, elle en garde encore quelques traces aujourd'hui. Et l'un des exemples était bien sûr ce qu'a illustré la crise de Cuba, même si la crise des missiles à Cuba était en réalité le résultat de l'expansionnisme américain. Car les Russes, ou plutôt les Soviétiques à l'époque, ont tenté de placer des missiles à Cuba en réponse à l'initiative américaine de déployer des missiles nucléaires à la frontière sud de l'Union soviétique, en Turquie en 1962. Désolé. La Turquie est entrée dans l'OTAN en 1952. Mais 10 ans plus tard, les Américains ont essayé de déployer ces missiles Jupiter, ce qui a provoqué la réaction des Soviétiques. Ainsi, la doctrine Monroe a de nouveau été appliquée comme mesure défensive. Mais les Russes n'avaient jamais, c'était pas exprimé ainsi, mais ils avaient une mentalité ou un état d'esprit similaire disant que nous pouvons avoir notre ennemi près de nous, et c'est inévitable sur le continent européen. Mais bien sûr, lorsqu'il s'agit de certains types d'équipements, il faut mettre un frein à cela. Et c'est précisément la question des missiles Jupiter et de la crise des missiles de Cuba. Et bien sûr, c'est aussi ce qui a poussé Vladimir Poutine à prononcer son discours à la conférence de sécurité de Munich en 2007, où il est devenu extrêmement agressif envers les États-Unis, car à cette époque, les États-Unis négociaient le déploiement de missiles en Pologne et en Roumanie. On a donc vu une sorte de doctrine Monroe, russe. Oui, russe, entre guillemets, qui a commencé à être mise en œuvre à ce moment-là. Le problème de l'hégémonie est légèrement différent, car je pense qu'il est apparu plus tard. The problem of hegemony is slightly different because I think it came later. As I said, Monroe doctrine was defensive. Comme je l'ai dit, la doctrine Monroe était défensive, mais la valeur de sa doctrine était bien plus agressive, si l'on veut, car elle découlait de cette idée que les États-Unis étaient en fait le pays le plus puissant du monde
et devait donc maintenir cette position de domination afin d'avoir, c'est une sorte de Pax Americana si l'on veut. Lorsque nous parlons de Pax Americana, c'est une référence à la Pax Romana. C'est exactement ce que les Romains ont fait il y a environ 2000 ans. Avoir ce type de présence hégémonique qui dicte la paix, parce que nous voulons la paix à nos conditions. Voilà l'idée. Nous pouvons nous permettre de définir la paix selon nos propres termes. C'est exactement ce que font les États-Unis avec cette doctrine Wolfowitz. Le problème, c'est que Wolfowitz a rédigé sa doctrine au début des années 90. Et bien sûr, la Chine était encore un pays en développement à cette époque. Cela a radicalement changé il y a environ 20 ans, lorsque la Chine est apparue non seulement comme un producteur bon marché de biens, mais aussi comme un pays capable de développer de nouvelles technologies, avec sa propre ingénierie et innovation. Aujourd'hui, la Chine est probablement plus avancée que n'importe quel pays occidental. Mais cette évolution, qui s'est accélérée de façon exponentielle au cours des 20 dernières années, n'existait pas au moment de l'élaboration de la doctrine Wolfowitz. Le problème, c'est que la direction américaine n'a pas su s'adapter à la nouvelle situation. Et il faut comprendre que la meilleure façon de gérer des superpuissances comme la Chine, des superpuissances non seulement sur le plan militaire, mais aussi sur les plans économiques et industriels, c'est d'entretenir de bonnes relations avec elles. Et c'est exactement ce que l'on pourrait dire de l'Europe et de la Russie. Et quand on parle de garantie de sécurité pour l'Ukraine, c'est la même chose. La sécurité s'obtient avant tout en ayant de bonnes relations avec ses voisins. C'est la meilleure façon d'assurer sa sécurité. Le problème, c'est que nous considérons que les Chinois sont mauvais parce qu'il y a une dictature, parce qu'il n'y a qu'un seul parti, à cause de ceci ou de cela. Personne ne veut leur parler. Et c'est pareil avec la Russie, parce que Poutine, blablabla, et Poutine ceci et cela, c'est un ogre, il est ceci, il est cela. Ainsi, tout ce discours empêche toute démarche politique vers le dialogue et une relation constructive. Au contraire, ils veulent couper tous les liens parce que cela est mauvais, et des choses de ce genre. Et si vous écoutez les personnes responsables de la politique étrangère en Europe, à savoir des personnes comme Kaja Kallas, mais on peut aussi penser à Annalena Baerbock. Et si vous regardez les Français, je veux dire la politique étrangère est une prérogative du président, Emmanuel Macron. C'est pareil pour Keir Starmer au Royaume-Uni. Cela signifie que toutes ces personnes ont un récit tellement biaisé contre la Russie qu'il est même inimaginable de voir comment ils pourraient reconstruire une relation positive et constructive avec la Russie. Voilà le problème. Mais en réalité, notre sécurité fonctionnerait bien mieux. Et il n'y a aucune raison aujourd'hui, surtout en Europe, de continuer à présenter la Russie comme un pays avide de territoire, qui chercherait à accumuler des terres, à s'étendre et à reconstituer l'empire tsariste, l'Union soviétique ou tout autre fantasme du genre. Or, nous ne voyons rien de tout cela. Et encore une fois, c'est pourquoi il est important de comprendre les racines du conflit ukrainien, qui n'a pas été motivé par la conquête de territoire, mais par la volonté de résoudre une situation sécuritaire concernant la population, car l'accord politique, Minsk, etc. a échoué. Et pourquoi ont-ils échoué? Parce que l'Occident voulait que ces accords échouent. Vous voyez? Donc, encore une fois, si nous avions appliqué, ou si les accords que nous avons conclus avaient été appliqués, si nous avions tenu la promesse de ne pas élargir l'OTAN, comme nous l'avions fait aux Russes au début des années 90, si nous avions fait cela, il n'y aurait pas de problème. Et nous pourrions encore bénéficier d'une énergie bon marché. Et nous serions probablement en meilleure position pour concurrencer la Chine, les États-Unis et d'autres.
Ce genre de comportement paranoïaque de l'Occident envers des peuples qu'il n'aime pas vraiment et qu'il dépeint immédiatement comme des ennemis extrêmement agressifs est un comportement qui engendre plus de problèmes. C'est exactement ce que nous voyons aujourd'hui. Il n'y a personne parmi les dirigeants actuels en Europe, et cela vaut aussi pour les États-Unis. Même si certains retraités, comme Ron Paul et d'autres, sont plus sensés que d'autres et comprennent cela. Mais ceux qui sont au pouvoir ne sont pas capables de comprendre la valeur de bonnes relations, tout simplement parce que, comme je l'ai dit, je le répète et je ne cesserai de le répéter, votre sécurité est mieux assurée lorsque vous entretenez de bonnes relations avec vos voisins. Et cela est aussi vrai au niveau privé qu'au niveau national. Lorsque nous cherchons des raisons d'être ennemis, vous voyez, j'ai mentionné sur votre chaîne il y a quelques semaines le rapport du chef d'état-major des armées français qui a déclaré que d'ici 5 ans, la Russie représenterait une menace pour la France. D'où tenez-vous cela, voyez-vous? Et ça, c'est sérieux. Je dirais que cela vient de la doctrine Wolfowitz, car il semble que la seule région qui soit encore sous la coupe de la doctrine Wolfowitz et de la domination des États-Unis, c'est l'Europe. C'est tout à fait vrai. Non, tu as absolument raison. Mais je veux dire, tu vois l'irrationalité de cela dans le sens où personne ne peut le prédire. Il n'y a absolument aucun signe, aucune information, aucune indication, aucun indice factuel qui puisse te dire que dans 5 ans, la Russie voudra. Pourquoi voudrait-il cela? Dans quel but? Quel est l'objectif? Tu vois? Et peuvent-ils se le permettre? Toutes ces questions ne sont jamais posées. On se contente de dire « voilà l'ennemi et il veut faire cela ». Mais c'est complètement irrationnel. Et le problème ici, c'est que nous créons une menace de toute pièce. Nous créons cette menace de toute pièce. Il n'y a aucune indication de cela. Mais le problème, c'est que toutes les politiques que nous mettons en œuvre et décidons aujourd'hui sont basées sur une menace artificielle. Et qui va en bénéficier, colonel? Je pense que la question la plus pertinente serait quel est l'objectif principal d'aller aussi loin, d'être, je dirais, assez naïf pour croire que la Russie vous attaquerait? Et qui va profiter de ce genre d'état d'esprit? Personne en Europe n'en tirerait avantage. Oui, absolument. Vous avez raison. Tu as raison. Personne ne peut en tirer profit. Je veux dire, probablement le complexe militaro-industriel et ce genre de choses, peut-être. Peut-être. Je n'en suis même pas sûr. Mais puisque les Européens ont promis d'acheter leurs armes aux États-Unis, ce n'est même pas le complexe militaro-industriel européen qui en profitera. Mais tu as raison. Tu as raison de poser la question. Le problème, c'est pourquoi le chef d'état-major français dirait-il une chose pareille alors qu'il n'a absolument rien à y gagner à moins d'être corrompu. Ce que je ne mentionnerai pas, car c'est totalement spéculatif. Mais dans tous les cas, pourquoi inventons-nous de telles menaces? Vous voyez, ça va totalement à l'encontre de nos propres objectifs. Mais on peut élargir la discussion parce que, et cela a été soulevé de nombreuses fois par d'autres, je veux dire Durand et d'autres commentateurs que l'on trouve sur Internet, mais comment se fait-il que des personnes comme Keir Starmer, Emmanuel Macron et Freddie Schmidt, qui dirigent des pays en situation économique misérable, au lieu de s'occuper de la situation dans leur propre pays, essaient de résoudre le problème de l'Ukraine? Et d'ailleurs, avec de mauvaises solutions, ou même des solutions qui ne sont ni viables ni réalisables. On constate donc que ces personnes ne s'intéressent même pas au développement de leur propre pays. Et ce n'est même pas dans l'intérêt des États-Unis, car ils se mettent à dos les États-Unis sur ce sujet.
Et vous voyez donc que ce type de comportement irrationnel a pris sa propre dynamique. Nous ne savons même pas pourquoi c'est ainsi. Est-ce parce que nous n'aimons pas Vladimir Poutine? Bon, d'accord, mais simplement parce que Vladimir Poutine est ce qu'il est et que vous ne l'aimez pas, est-ce une raison pour plonger toute l'Europe dans le chaos? Il y a quelque chose d'extrêmement étrange ici. Et c'est pourquoi je pense qu'un Français, il a été Premier ministre de la France, il s'appelait Rocard, disait souvent, dans une telle situation, il ne faut jamais sous-estimer la stupidité. Ne jamais sous-estimer la stupidité. Et je pense que c'est un peu ce que nous avons ici. Je veux dire, quand on voit toutes ces personnes, quand elles parlent, quand elles changent d'avis chaque jour, et même au cours d'une même journée, d'ailleurs, elles ont une sorte de raisonnement très bizarre. And they have kind of very bizarre rationale. Kaja Kallas, who said that China and Russia... Kaja Kallas, qui a déclaré que la Chine et la Russie n'avaient eu aucune influence sur la victoire contre l'Allemagne ou les dictatures pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette ignorance flagrante, ce type d'état d'esprit où les préjugés prennent le pas sur les faits, est à mon avis totalement inexplicable. Nous avons affaire à des personnes qui sont psychologiquement déséquilibrées. Elles ne sont certainement pas préparées aux tâches qu'elles sont censées accomplir. Et c'est un peu ça le problème. On constate que lorsqu'on regarde le reste du monde, lorsqu'on observe les dirigeants de la Chine, de la Russie, de l'Inde, de l'Iran et d'autres encore, on voit beaucoup plus de maturité dans la prise de décision. On constate beaucoup plus de rationalité dans la façon dont ils prennent leurs décisions. Et on observe beaucoup plus de rationalité lorsque le problème consiste à s'adapter à de nouvelles situations. The problem is to adjust to new situations. They are not bound to... Ils ne sont pas prisonniers des préjugés, ni d'une pensée ou d'une idéologie unique. Ils sont capables de comprendre de nouvelles relations, de saisir de nouvelles situations et de trouver de nouvelles solutions à de nouveaux problèmes. Si l'on parle de l'Europe, par exemple, des garanties de sécurité et de la volonté de la France d'envoyer des troupes en Ukraine, d'accord, ils en ont parlé en février 2024, désolé. Depuis, pas une virgule du discours n'a changé. C'est toujours la même chose, répétée encore et encore. Et nous avons vu exactement la même chose à Paris il y a quelques jours. Le problème avec la mise en œuvre de ce type de solution, si vous voulez, c'est la question du soutien de la part des États-Unis. Et nous savons, depuis février 2024, même sous l'administration Biden, que les États-Unis ne veulent pas assurer ce soutien pour cette solution. Les États-Unis ne veulent pas être directement confrontés à la Russie. Point final. Cela a toujours été la politique des États-Unis, et ce pour de bonnes raisons. Ce sont deux puissances nucléaires, donc ils ne veulent pas s'engager dans un conflit qui pourrait finir par se transformer en guerre nucléaire. Et pour cette raison, ils éviteront cela à tout prix. Alors pourquoi les dirigeants occidentaux, comme Macron, reviennent-ils sans cesse avec la même proposition? Ils n'ont pas changé une virgule. Et cela montre la différence dans la manière d'aborder le problème dans le reste du monde par rapport à l'Europe. En Europe, c'est toujours le même discours depuis 3 ans. La Russie va s'effondrer, l'économie est faible, le leadership est faible, la population est faible, tout est faible. Ils vont perdre sur le terrain. Tout cela s'est avéré faux. Mais nous continuons avec le même récit. Quand nous allons dans le reste du monde, nous rencontrons des gens beaucoup plus pragmatiques. Ils s'adaptent à la situation. Les États-Unis s'adaptent. Vous voulez des sanctions? D'accord, nous appliquons aussi des sanctions. Ils sont beaucoup plus flexibles. Ils ne sont pas comme les Européens qui ont toujours le même scénario et appliquent de façon répétitive toujours le même scénario, la même logique, la même illogique, si vous voulez. Donc encore une fois, nous sommes ici dans une situation
où je remets sérieusement en question les capacités psychologiques et intellectuelles des dirigeants européens, parce que c'est presque effrayant, pour être honnête. On ne voit absolument aucune logique, absolument aucune logique. Absolutely no logic. Absolutely no logic. Before wrapping up, Avant de conclure, permettez-moi de diffuser un extrait de Kaja Kallas, et nous allons tirer des enseignements de sa sagesse. wisdom. Sont très doués en technologie, mais ils ne sont pas aussi bons en sciences sociales. Alors que, vous savez, les Russes ne sont pas du tout bons en technologie, mais sont extrêmement compétents en sciences sociales. Alors, que font-ils? Tous les acteurs qui essaient de nous affaiblir cherchent en fait, vous savez, les petites braises qui existent dans notre société et ils jettent de l'huile sur le feu, des deux côtés. Ainsi, vous voyez, de petits problèmes deviennent soudainement de très grands incendies. Et tout le monde se demande d'où cela vient. À l'ère des réseaux sociaux, surtout avec la capacité d'attention que les gens ont aujourd'hui, il est très facile d'inciter les gens à s'opposer à quelque chose. Et c'est très difficile. Je n'ai pas de formule pour résoudre ce problème et tout faire correctement, mais je pense que cela demande un effort de la part de nous tous. Well, this is probably the best example of Eh bien, c'est probablement le meilleur exemple de stupidité vivante. C'est tout simplement incroyable. Very few people know. Tout d'abord, quand on parle de technologie, c'est très intéressant parce que très peu de gens savent que même pendant la guerre froide et surtout après, je m'en souviens, car comme vous l'avez dit, j'étais dans le renseignement à cette époque, lorsque l'initiative de défense stratégique a été lancée par Ronald Reagan en 1992 ou quelque chose comme ça, la SDI, ou Star Wars comme on l'a renommée, je me souviens qu'il y avait beaucoup de discussions dans les services de renseignement sur la façon dont cela pourrait se concrétiser. Et finalement, le projet a été abandonné parce qu'il manquait beaucoup de technologie. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'une grande partie des technologies nécessaires pour mettre en œuvre Star Wars existaient en réalité, mais en Union soviétique. C'est très intéressant. But in the Soviet Union. It's very interesting. Only few people know that, but Seules quelques personnes le savent. Mais les Russes avaient développé de nombreuses technologies. D'ailleurs, ils les ont bel et bien développées. Je veux dire, tous les problèmes que nous voyons aujourd'hui avec les missiles hypersoniques et tout cela, ça ne sort pas de nulle part. Ils avaient déjà étudié ces sujets il y a 40 ans. Et tous les sujets liés aux lasers, par exemple, des lasers de haute puissance pour détruire des satellites ou ce genre de choses, c'est quelque chose qu'ils avaient déjà, pas seulement sur le papier, mais en partie développé. Ce n'était probablement pas mature à ce moment-là, mais ils avaient beaucoup de technologie. En ce qui concerne la technologie grand public, comme les ordinateurs personnels et tout cela, ils étaient très faibles. C'est tout à fait vrai. Mais en ce qui concerne la technologie de très haut niveau, comme la création d'alliages spécifiques, par exemple, ils étaient extrêmement avancés. Et ils sont probablement encore bien plus avancés que l'Occident aujourd'hui, dans de nombreux cas. Je me souviens que nous avions des réunions pour discuter de cette question, et certains disaient, eh bien, la technologie dont nous aurions besoin se trouve en URSS. Voilà pour le premier point. Le second point, c'est que lorsqu'il s'agit de la Russie qui met le feu partout, bien sûr, tout cela repose sur notre propre récit. L'année dernière, juste avant les Jeux olympiques à Paris, il y a eu une sorte d'épidémie de punaises dans les hôtels français. Pour une raison quelconque, il a été rapporté que les hôtels parisiens avaient un gros problème de punaises. Je ne sais pas si c'est vrai, mais les médias l'ont rapporté. Et bien sûr, qu'a dit le gouvernement? C'est évident, ce sont les Russes. Les Russes arrivent, ils mettent des punaises dans les hôtels français. Et aujourd'hui, maintenant, nous allons avoir, justement cette semaine, Il y a beaucoup de manifestations annoncées par
La Russie est en même temps, colonel, pardon de vous interrompre, à la fois le problème et la solution. Oui, exactement. Donc maintenant, il y a beaucoup de manifestations qui ont été annoncées parce que, évidemment, la France ne va pas bien et il y a un problème de budget que personne ne veut reconnaître et des choses comme ça. Bref, certaines manifestations ont été annoncées, notamment le 10 septembre, dans 2 jours. Et bien sûr, qui est responsable de cela? Pas à cause des mauvaises politiques du gouvernement. Non, non. Cela n'a rien à voir avec les mauvaises politiques. C'est à cause des Russes, parce que ce sont les Russes qui dirigent cette opposition. Tout tourne autour de ça. Si vous allez en Allemagne, je veux dire, il m'arrive d'aller en Allemagne de temps en temps et d'utiliser les chemins de fer. Les chemins de fer en Allemagne sont devenus une blague, littéralement. Les Allemands plaisantent sur les chemins de fer parce qu'ils sont toujours en retard. Il y a toujours un problème. Ils ne fonctionnent pas. Ils s'arrêtent au milieu de la voie parce qu'ils ne fonctionnent pas. Il y a des incendies et des choses comme ça. C'est le chaos. Les chemins de fer en Allemagne sont devenus un vrai désordre. Ils étaient autrefois les meilleurs d'Europe. Aujourd'hui, c'est le chaos. Alors comment explique-t-il cela? Eh bien, les Russes, évidemment. Les Russes sabotent tout. Tout ce qui ne fonctionne pas, au lieu d'essayer de comprendre quel est le problème, parce que le problème est en Europe, dans notre façon de gérer les choses, dans notre mauvaise gestion. Mais non, nous ne voulons pas de cela. À la place, la meilleure explication consiste à dire « ce sont les Russes ». Et c'est exactement ce que dit maintenant Kaja Kallas. Ce sont des Russes. Ils mettent Kaja Kallas partout. Maintenant, pourquoi ferait-on cela? Pourquoi les Russes dépenseraient-ils de l'argent et du temps pour désactiver des trains en Allemagne qui d'ailleurs ne fonctionnent déjà pas? Donc il y a un problème ici. Nous cachons tous les problèmes derrière le récit. Et c'est exactement ce qui se passe en Ukraine. En fait, nous avons fait la même chose en Ukraine. Nous nous cachons derrière le récit. L'Ukraine va gagner. L'Ukraine est en train de gagner. Et soyons heureux. Nous sommes en train de gagner. C'est simplement de la pensée magique. Le problème, c'est que lorsqu'un train tombe en panne quelque part, eh bien c'est tout. Les gens seront en retard et c'est tout. En Ukraine, des gens meurent à cause de cela. Et c'est le problème que nous avons ici, car tout ce que nous faisons n'est jamais vu comme le résultat de notre mauvaise gestion, ni parce que nous anticipons mal les problèmes ou des choses de ce genre. Non, ce n'est pas ça. C'est parce que les Russes sont présents et qu'ils sabotent ce genre de choses. En conséquence, nous n'avons pas la maturité nécessaire pour résoudre nos propres problèmes. Nous essayons toujours de résoudre les problèmes en accusant les Russes. Mais cela ne résout pas le problème. Cela revient simplement à cacher le problème sous le tapis. C'est exactement ce que nous faisons. Exactement. Merci beaucoup, colonel, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Grand plaisir. Avec plaisir. Merci beaucoup.